Le 7 janvier 2026, quelques jours seulement après avoir envahi le Venezuela et capturé Nicolás Maduro, Donald Trump a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One que nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale et que nous nous en occuperons dans environ 2 mois. Cette déclaration extraordinaire n'est pas une blague ni une excentricité du président américain. C'est l'expression brutale d'une stratégie géopolitique majeure que Washington poursuit depuis plus d'1 siècle et demi. Les États-Unis veulent contrôler le Groenland pour 3 raisons fondamentales qui n'ont rien à voir avec la philanthropie ou la démocratie. Premièrement, l'île possède 25 des 34 minerais critiques identifiés par l'Union européenne, notamment des quantités colossales de terres rares que la Chine contrôle actuellement à 90%. Deuxièmement, le Groenland occupe une position stratégique exceptionnelle dans l'Arctique, contrôlant les routes maritimes qui s'ouvrent avec le réchauffement climatique et offrant une ligne directe vers la Russie. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, Trump poursuit une doctrine de destinée manifeste assumée, l'expansion territoriale américaine comme expression de puissance dans un monde redevenu multipolaire. Le Groenland n'est pas à vendre selon le Danemark et la population locale, mais Trump semble déterminé à obtenir cette île gigantesque par tous les moyens nécessaires. Le Groenland est un territoire colossal de 2,1 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la superficie de la France ou 2 fois celle de l'Ontario. Cette immensité est recouverte à 80% par une calotte glaciaire d'1,7 million de kilomètres carrés, rendant les infrastructures routières quasi inexistantes. Aucune route ne relie les 17 villes du territoire. Seulement 57 000 personnes vivent sur cette île, essentiellement sur les 15% du territoire non recouvert de glace. Cette population minuscule contrôle théoriquement des richesses souterraines extraordinaires que personne n'a encore pu exploiter à grande échelle. Le Groenland est un territoire autonome danois depuis 2009, ce qui signifie qu'il gère ses affaires intérieures, mais que la défense, les affaires étrangères et la politique monétaire restent sous contrôle de Copenhague. Le Danemark verse chaque année environ 680 millions de dollars canadiens de subventions au Groenland, représentant 1/5 de son produit intérieur brut. L'obsession américaine pour le Groenland ne date pas de Trump. Dès 1860, les États-Unis manifestaient leur intérêt pour l'acquisition de cette île stratégique. En 1946, le président Harry Truman offrit 100 millions de dollars au Danemark pour acheter le Groenland, une proposition immédiatement rejetée. Convertie avec l'inflation, cette somme représenterait environ 14 milliards de dollars aujourd'hui, un chiffre dérisoire comparé aux enjeux actuels. Certains analystes proposent de donner 1 million de dollars par habitant, ce qui totaliserait environ 60 milliards. D'autres évoquent des indemnisations pouvant atteindre 3 000 milliards de dollars si on tente d'évaluer les richesses du sous-sol. Mais cette estimation reste hautement spéculative, car la valeur exacte des ressources demeure inconnue. L'ambassadeur français chargé des pôles, Olivier Poivre d'Arvor, souligne que les Groenlandais ne se perçoivent pas comme assis sur des mines d'uranium ou des gisements de terres rares. Leur attachement au territoire est émotionnel et culturel, pas mercantile. La première raison stratégique pour laquelle Trump veut le Groenland concerne les minerais critiques et les terres rares. L'Union européenne a identifié 25 des 34 minéraux de sa liste officielle de matières premières essentielles sur le territoire groenlandais. Ces ressources incluent des quantités massives de terres rares, présentes en très grande quantité selon les études géologiques, ainsi que du cuivre, du graphite, du lithium, de l'uranium et environ 50 milliards de barils de pétrole et de gaz offshore. Les terres rares sont absolument cruciales pour l'industrie militaire moderne, les technologies numériques, l'intelligence artificielle et la transition énergétique. Les États-Unis dépendent actuellement de la Chine pour plus de 90% du traitement mondial de ces minerais. Cette dépendance représente une vulnérabilité stratégique inacceptable que Trump tente de corriger depuis son premier mandat. La nouvelle stratégie de sécurité nationale, dévoilée en novembre 2025, stipule explicitement que les États-Unis ne doivent jamais dépendre d'une puissance extérieure pour les composants essentiels nécessaires à la défense et à l'économie nationale. Le Centre d'études stratégiques et internationales affirme que les États-Unis
ne peuvent pas préserver leur leadership en matière de sécurité nationale, de compétitivité économique ou de résilience énergétique, tout en restant dépendants d'adversaires étrangers pour les minerais critiques. En mars 2025, Trump a signé un décret ordonnant de prendre des mesures immédiates pour augmenter la production minière américaine dans la mesure maximale possible. Il a utilisé le Defense Production Act pour accorder des prêts stimulant l'industrie minière nationale et réduisant les formalités administratives qui bloquent les projets. Le Pentagone est devenu le principal actionnaire de MP Materials, l'entreprise exploitant la seule mine de terres rares active du pays en Californie, avec un investissement de 400 millions de dollars. Mais le problème est que le Groenland ne dispose actuellement pas des infrastructures nécessaires pour soutenir une exploitation minière à l'échelle industrielle. En raison de son climat rigoureux, l'extraction n'est possible que 6 mois par an. Seules 2 mines fonctionnent actuellement sur le territoire, une de rubis, cherchant de nouveaux investissements, et une d'anorthosite contenant du titane. Nick Beck-Heilmann, associé principal chez Kaya Partners opérant au Groenland, souligne que l'extraction des minerais du Groenland coûterait des milliards et serait un cauchemar logistique. De plus, les minerais critiques se vendent à des prix extrêmement bas actuellement, ce qui détruit la viabilité économique des projets. Heilmann affirme que le Groenland n'est pas le seul pays à disposer de minerais critiques et que les États-Unis n'ont pas besoin d'acquérir le Groenland pour sécuriser leur approvisionnement. Washington a déjà conclu des accords avec la République démocratique du Congo qui détient 70% du cobalt mondial, avec le Pakistan et l'Argentine pour d'autres ressources minérales. La deuxième raison stratégique concerne la position géographique exceptionnelle du Groenland dans l'Arctique. L'île se situe entre l'Amérique du Nord et l'Europe, contrôlant le passage stratégique Gyeeyuk entre le Groenland, l'Islande et le Royaume-Uni. Ce passage était crucial durant la guerre froide pour surveiller les sous-marins soviétiques et il redevient critique avec le regain d'agressivité russe. Le réchauffement climatique ouvre progressivement de nouvelles routes maritimes arctiques qui raccourcissent considérablement les distances entre l'Asie et l'Europe. Contrôler le Groenland signifierait contrôler ces voies maritimes stratégiques du XXIe siècle. L'amiral James Stavridis, ancien commandant suprême de l'OTAN, déclare que le Groenland est un bien immobilier d'une valeur inestimable en raison de sa situation stratégique, de ses ressources naturelles et de son potentiel pour l'agriculture post-changement climatique. Les États-Unis possèdent déjà une présence militaire massive au Groenland via la base spatiale de Pituffik, anciennement appelée base aérienne de Thulé. Située à environ 1200 km du pôle Nord, c'est l'une des installations militaires les plus isolées au monde. Gérée par la force spatiale américaine, elle surveille les menaces spatiales et balistiques. L'accord d'Igaliku de 2004 stipule que cette base est la seule zone de défense américaine au Groenland et que Washington doit recueillir le consentement du Danemark et du Groenland pour tout changement envisagé. Mais Trump considère visiblement que cette présence militaire limitée est insuffisante. Posséder le Groenland donnerait aux États-Unis une ligne plus directe avec la Russie et un contrôle complet des voies maritimes arctiques. Le vice-président J.D. Vance a effectué une visite controversée à la base de Pituffik en mars 2025, initialement prévue plus large, mais écourtée pour éviter un incident diplomatique avec le Danemark. La troisième raison, souvent minimisée par les analystes, mais peut-être la plus fondamentale, concerne l'expansion territoriale pure et simple. Un député conservateur danois a déclaré qu'il ne croit pas que nous devrions trop compliquer les choses et chercher des raisons complexes de pourquoi Trump veut le Groenland. Ça n'a rien à voir avec la Chine ou la Russie, car ces menaces sont imaginaires et inexactes et clairement sous contrôle actuellement dans le contexte où le Groenland fait partie de l'OTAN. La raison est bien plus simple. Il veut juste plus de territoire. Il veut mettre son nom sur la carte. Cette analyse cynique mais lucide correspond au choix symbolique de Trump de nommer Jeff Landry, gouverneur de la Louisiane, comme représentant spécial pour le Groenland. Ce choix fait directement écho à l'achat de la Louisiane par les États-Unis en 1803, la plus grande expansion territoriale de l'histoire américaine. L'analyste Nick Heilmann souligne que le dernier facteur important, peut-être le plus effrayant, est l'expansion du territoire américain, l'idée d'une destinée manifeste qui a été mentionnée dans le discours de Trump.
Nous sommes de plus en plus convaincus qu'il s'agit là du principal moteur qui, pour le Groenland, le Danemark et l'Union européenne, n'est pas négociable. Cette doctrine de la destinée manifeste, qui justifia l'expansion américaine du XIXe siècle d'océan à océan, ressurgit sous Trump dans un contexte géopolitique profondément différent. Les États-Unis n'ont pas annexé de territoire étranger depuis l'acquisition de diverses îles du Pacifique après la Seconde Guerre mondiale. Trump semble déterminé à briser ce tabou, enhardi par la capture réussie de Maduro au Venezuela. Les réactions danoises et groenlandaises révèlent des divisions profondes. Le roi Frédéric X du Danemark a rejeté les offres de Trump en déclarant que nous sommes tous unis et chacun d'entre nous s'est engagé pour le royaume de Danemark, de la minorité danoise du Schleswig du Sud jusqu'au Groenland. Nous appartenons tous ensemble. La maison royale a même modifié les armoiries royales pour inclure le Groenland de manière plus significative. La première ministre Mette Frederiksen réitère que le Groenland n'est pas à vendre, mais demande une audience avec Trump pour discuter d'une augmentation de la présence militaire américaine. Le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen, a annoncé une augmentation des dépenses de défense au Groenland d'un montant à 2 chiffres en milliards de couronnes, soit entre 876 millions et 8,7 milliards de dollars. Cette réaction défensive montre que Copenhague prend la menace très au sérieux. Du côté groenlandais, les réactions sont mitigées. Le Premier ministre Mutegede a déclaré fermement que le Groenland est à nous. Nous ne sommes pas à vendre et ne le serons jamais. Nous ne devons pas perdre notre longue lutte pour la liberté. Mais la ministre du cabinet Naaja Nathanielsen révèle une position plus nuancée. Elle explique que son gouvernement cherche depuis des années à coopérer davantage avec les États-Unis ou l'Union européenne et utilisera la grande attention mondiale suscitée par l'intérêt de Trump pour régler des scandales historiques comme l'affaire du stérilet forcé et la séparation des enfants groenlandais de leurs parents au Danemark. Nathanielsen demande davantage d'investissements américains dans les mines et les infrastructures, soulignant que nous ne sommes ni Danois ni Américains. Certains Groenlandais voient dans les propositions américaines une opportunité de développement économique massif et d'autonomie accrue par rapport à Copenhague. Peter Viggo Jacobsen, de l'Université du Danemark du Sud, estime que si Trump offre plus d'argent que le Danemark, je peux facilement imaginer qu'une majorité de la population déclarerait son indépendance. Cette analyse suggère que Trump pourrait contourner le Danemark en s'adressant directement aux Groenlandais avec une offre financière irrésistible. Mais cette stratégie se heurte à plusieurs obstacles majeurs. Premièrement, le sentiment national groenlandais est fort et la population rejette massivement l'idée d'être vendue comme une marchandise. Deuxièmement, le Danemark est un allié de l'OTAN et un partenaire commercial majeur des États-Unis, ce qui complique toute approche agressive. Troisièmement, l'Union européenne considère le Groenland comme relevant d'un État membre et s'opposerait fermement à son acquisition par une puissance extérieure. Les experts géopolitiques restent divisés sur la probabilité d'une acquisition américaine. Certains considèrent que Trump utilise le dossier groenlandais principalement comme écran de fumée pour détourner l'attention d'autres problèmes domestiques ou pour négocier des concessions du Danemark sur d'autres sujets. D'autres avertissent que Trump est parfaitement sérieux et qu'il faut le prendre au mot quand il affirme vouloir contrôler le Groenland. La première ministre danoise Frederiksen a déclaré que Trump devait être pris au sérieux sur cette question. L'administration précédente de Joe Biden avait qualifié l'idée d'absurde, mais le ton a radicalement changé sous Trump. Le secrétaire d'État, sortant Anthony Blinken, avait affirmé que l'idée exprimée à propos du Groenland n'est évidemment pas bonne, et cela ne va pas se produire. Mais cette assurance semble naïve après l'invasion du Venezuela, qui a démontré que Trump n'hésite pas à violer le droit international quand il considère que les intérêts américains l'exigent. Jacob Dreyer, chercheur en politique climatique et sécuritaire à l'Université de Copenhague, affirme que le réchauffement climatique et la transition verte modifient la logique économique de l'Arctique. La fonte des glaces ne rend pas seulement les ressources minérales plus accessibles, elle ouvre également des routes maritimes qui étaient gelées auparavant. Cette transformation environnementale augmente exponentiellement la valeur stratégique du Groenland pour les décennies à venir. Le géologue Paul Biermann rappelle ironiquement
que la véritable valeur du Groenland, c'est sa glace, car si cette glace se détache de la Terre, elle fera monter le niveau mondial de la mer de 7 mètres. Cette perspective terrifiante souligne le paradoxe tragique de la situation. Alors que la communauté scientifique mondiale supplie les gouvernements de préserver la calotte glaciaire groenlandaise pour éviter une catastrophe climatique, Trump veut exploiter industriellement le territoire pour extraire des combustibles fossiles et des minerais qui accéléreront encore le réchauffement. Le dossier groenlandais cristallise parfaitement les contradictions de la géopolitique moderne. Les États-Unis invoquent la sécurité nationale et la nécessité de contrer la Chine et la Russie pour justifier leur volonté de contrôler l'île. Mais cette logique reproduit exactement le comportement impérialiste qu'ils dénoncent chez leurs adversaires. Si Trump réussit à acquérir le Groenland par la force, l'achat sous pression ou une manipulation de l'opinion locale, il établira un précédent extraordinairement dangereux. La Russie pourrait invoquer le précédent groenlandais pour justifier l'annexion de territoires voisins. La Chine pourrait l'utiliser pour légitimer une invasion de Taïwan. L'ordre international fondé sur le respect de la souveraineté nationale et l'intangibilité des frontières s'effondrerait définitivement. Nous retournerions à un monde où seule la force brute détermine les frontières, une régression vers le 19e siècle que personne, sauf les grandes puissances, ne souhaite.